comme j'ai dit, le plan de match, je l'ai ajusté pour vous donner davantage ma perspective de pharmacien. Et je ne vous ferai pas une présentation sur toutes les technologies et tout ce qui existe, mais vraiment une réflexion d'un pharmacien dans ce champ. Alors, j'ai par curiosité retapé médias sociaux sur PubMed hier pour trouver environ 8000 articles. Et sans surprise, il y en avait quelques centaines il y a quelques années. Alors, évidemment, le terme médias sociaux n'est qu'un élément de l'ensemble lorsqu'on parle des technologies de l'information, de la santé électronique. Mais je vais utiliser le prisme des médias sociaux pour commenter un certain nombre d'enjeux. Le premier exercice qu'on a fait, Aurélie Guérin, qui est avec moi aujourd'hui, qui est une des pharmaciennes de mon équipe, qui est à l'unité de recherche, on a recensé les principales normes qui commentent l'utilisation des médias sociaux et technologies de l'information, des comportements en ligne. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont écrit à ce sujet-là et un certain nombre de sociétés savantes. Ce n'est pas tellement important que vous soyez capable de lire, il y en a une douzaine. Là. On a un truc britannique, on a un truc néo-zélandais, australien, on a des trucs américains. On a une seule source pharmacienne, qui sont les pharmaciens hospitaliers américains, jusqu'au Collège des médecins du Québec. Et évidemment, en su de ces lignes directrices émises pour nous faire réfléchir et encadrer, bien, il y a évidemment nos lois qui s'appliquent. Alors, on peut penser à la loi médicale, la loi sur les infirmiers et infirmières, la loi de pharmacie, puis généralement le code de déontologie, qui comporte un certain nombre de dispositions qui encadrent, par exemple, la confidentialité, le secret, etc. Alors, ce tableau-là n'est pas lisible, mais les éléments en haut le sont. Vous avez à gauche 13 paramètres. On a tenté de résumer les 13 éléments qu'on retrouve dans toutes ces lignes directrices qui devraient être dans notre tête. Quand on se demande, à la question tout à l'heure de monsieur, on se disait, est-ce qu'on va me rajouter plus de sécurité pour avoir moins d'accès ou compliquer les échanges? C'est une vraie préoccupation. Hein? La sécurité en pharmacie, c'est des cartes d'accès, c'est des puces électroniques, c'est des barrières qui, à la limite, m'empêchent d'exercer. Mais voici les 13 éléments. Je ne sais pas comment moi-même je vais faire pour les lire. Sans tout arracher. C'est vraiment petit, je suis désolé. Alors, ce que vous voyez, là, vous avez une douzaine de colonnes qui sont l'ensemble des organismes qui se sont penchés. Puis quand j'ai mis un X, quand Aurélie a mis un X, ça veut dire qu'on aborde ce thème-là. On a donc donné des directives à cet égard. Alors, vous voyez qu'il y a 13 dimensions, puis ce n'est pas tout le monde qui parle de tout. Je vous nomme les dimensions et je pointe les 4 dimensions où il y a vraiment plus de consensus. Le premier truc, c'est assurer la protection des renseignements personnels des patients. Éviter que ce qu'on raconte sur les patients, les données qu'on se partage, soit... Alors ça, je pense que c'est un consensus très large. Là, c'est encadré par les chartes et tout le reste. 2, exercer une prudence quant au partage de données relatives aux cas cliniques, aux anecdotes, aux expériences pratiques. Vous avez une décision judiciaire importante où un groupe de quelques cliniciens ont publié un cas rapporté. Puis évidemment, il n'y a pas le nom du patient, il n'y a même pas son âge, puis même pas son poids, mais tout le monde sait dans l'établissement c'est qui, puis même à l'extérieur de l'établissement, parce que c'est un cas tellement rare que, manifestement... Alors, on peut déjà, dans un cas rapporté dans une revue scientifique, causer une brèche à la confidentialité. On peut davantage le faire si on se met à raconter tout ça sur Internet plus librement, sans révision par les pairs, avec moins de filets de sécurité. 3, échanger des renseignements et documenter ces échanges après consentement éclairé des patients et soignants. Donc, s'assurer que les patients sont d'accord. À Sainte-Justine, quand on fait des cas rapportés maintenant, on s'assure systématiquement, on doit s'assurer, je devrais dire systématiquement, que les patients sont d'accord à ce qu'on raconte un jour dans la littérature leur histoire. Anonymisée, bien sûr, mais qu'ils soient conscients qu'on va parler d'eux et qu'on a besoin de ça pour faire avancer la science. 4. Comprendre et utiliser adéquatement les paramètres de gestion de ces renseignements-là et surtout des outils. Là, vous voyez, il y a moins de monde qui en parle, puis je pense qu'il y a moins de monde qui comprend comment ça marche. Je serais curieux de savoir si vous connaissez vos paramètres de sécurité. Le patient est susceptible de vous trouver, la majorité d'entre vous qui exercez probablement une profession. Là. Alors, cette démarcation peut être impossible, peut-être infaisable, entre la vie professionnelle et la vie privée, est certainement une source de réflexion. Être capable de respecter la frontière entre le professionnel et le patient. Alors, dans un cas, c'est les paramètres de sécurité. Dans l'autre cas, c'est est-ce que je suis aujourd'hui un pharmacien ou est-ce que je suis monsieur, madame, tout le monde dans un événement social où je rencontre par hasard des patients. Donc,
comment arriver à établir cette espèce de frontière? Éviter de communiquer des renseignements personnels sur soi. Donc ça, c'est une autre dimension qui est explicitée par certains. Être conscient de son image en ligne et de son influence sur la profession. Vous pouvez inquiéter un patient en ayant un comportement en ligne qui n'a rien à voir avec l'exercice de votre profession, mais qui donne qui remet en question peut-être le sérieux, le professionnalisme, la rigueur, etc. Surveiller sa présence sur le web. J'ai une alerte personnelle, plusieurs alertes en fait sur Google, et dès qu'un étudiant fait une bêtise, j'enseigne beaucoup, alors si on met une photo de moi sur Internet, assez rapidement Google m'avise de ça, puis ça me permet, si c'est inapproprié, de peut-être réagir. Identifier clairement son identité et déclarer ses conflits d'intérêts. Vous voyez, quelques X, mais... Alors évidemment, on est tous en conflit. Hein? On est d'abord en conflit parce qu'on croit en général à sa profession. Alors on a un bien, on va protéger sa rémunération, son champ d'activité, son volume d'activité, alors peu importe. Mais plus largement, on reçoit peut-être de l'argent de A, B, C ou D, puis peut-être que ça a un lien avec la façon dont on exerce, puis peut-être que le patient a besoin de savoir si on est largement rémunéré par un fabricant de médicaments. Ça influence peut-être les recommandations et les décisions qu'on prend. 10. Obtenir les consentements appropriés et mentionner l'origine des renseignements divulgués. Fournir des conseils conformes aux meilleures données disponibles. Alors, si j'écris sur Internet ce que je pense, et que je suis reconnu, on considère que j'ai une bonne tête, est-ce que ça, c'est assez pour que les données que j'écris soient vraies ou soient fausses? Comment je référence mes propos? Comprendre les technologies utilisées et les publics rejoints. On écrit sur Internet, mais on ne sait pas nécessairement à qui on parle. Alors, en vous rencontrant ce matin, en général, quand je donne une conférence, quand je peux, je demande qui est là. Parce que je ne sais pas que ça va changer mon propos au sens que j'ai des choses à cacher, mais je vais peut-être adapter le niveau de langage, adapter l'intérêt, la cible des propos pour satisfaire les gens qui sont ici. Puis enfin, saisir les enjeux de communication en ligne et l'ensemble du cadre juridique. Donc, vous voyez qu'il y a 4 dimensions, là, 1, 5, 6, 13, qui font consensus, et le reste, c'est assez... Donc, on n'a pas actuellement de normes claires qui nous aident à avoir, je dirais, une espèce de cohérence dans tout ça. Le cadre juridique, il est contraignant. Si on pense à la technologie de l'information, alors, j'ai nommé 3-4 articles du Code civil, puis je pourrais vous lire le Code de déontologie, puis on serait tous endormis, là. Le Code de déonto des pharmaciens, ça a une centaine d'articles. Il y a plein de choses qui s'appliquent sur la liberté professionnelle, la relation avec les collègues, la compétence, le secret, la publicité, le devoir de signalement. Alors, c'est assez commun à tous nos codes de déonto, puis honnêtement, si on prend cette diapo-là, on arrête le colloque, puis on ne fait plus de technologie d'information. Parce que ça donne le goût de ne pas trop échanger d'informations en ligne. Dans cet éditorial de Camp des collaborateurs dans le JAMA, il y a à mon avis une première idée clé importante. Je ne sais pas si vous venez d'une petite place. Moi, je viens de Québec. J'ai immigré à Montréal il y a 25 ans. Donc, parti d'une ville, une banlieue de Montréal, à une plus grosse ville. Je n'ai jamais habité dans un petit endroit, donc je n'ai jamais été tellement exposé à... Ça, c'est le médecin de mon village. Ah, il sort avec telle personne. Ah, il a changé d'auto. Ah, le pharmacien, maintenant, un enfant. Alors, mais quand on habite dans une petite communauté, la vie personnelle d'un soignant est en général assez explicite. Ce que racontent ces 3 auteurs-là, c'est qu'il y a une illusion actuellement de vouloir départager la vie professionnelle de la vie personnelle. Et que ce n'est peut-être pas réaliste. De demander à un pharmacien d'avoir un comportement X dans sa vie professionnelle, incluant sa vie en ligne, et un comportement Y dans sa vie personnelle, sociale et en ligne, c'est peut-être irréaliste compte tenu de tout le partage de cette information. Honnêtement, en lisant cet éditorial-là, j'ai reconsidéré ma décision de ne pas prendre ce médecin de famille. Je pense, que j'ai fait une erreur parce que j'en ai toujours pas. Sincèrement. Puis je pense qu'en même temps, j'ai vu des photos de parties d'étudiants. Il n'y avait rien de terrible, mais bon, ça minait un peu ma confiance. Alors qu'au fond, je pense qu'un citoyen aujourd'hui doit être capable de composer avec ça. Puis je pense que le comportement en ligne de tous les soignants doit être approprié. Je pense qu'il faut être conscient de l'image professionnelle et du privilège qu'on a de détenir un permis. Mais je pense que le cloisonnement entre les deux, qui est dans les normes dont je viens de vous parler,
et pas super réaliste. Alors, quelques articles. J'ai besoin d'aller dans la littérature vite, vite. Donc, je pointe des articles, je dis 2-3 idées. Hein, on est ici pour avoir des idées. Puis j'ai essayé de prendre des affaires récentes. Vous les connaissez peut-être toutes, il y a peut-être tout du monde full PubMed à date. Mais si ce n'est pas le cas, allons-y. Alors, il y a une première revue systématique qui parle des médias sociaux chez les patients et les soignants. Puis, bien, évidemment, on a revu la littérature. Alors, 284 articles. Vous avez le sommaire, tout ça, c'est pas tellement important. Vous savez, dans les revues systématiques, ce qui est décourageant, c'est qu'il y a toujours 14 000, 12 000, 22 000 articles. À la fin, ils disent 51 articles correspondaient à notre stratégie. Il y a beaucoup de bruit dans la littérature, beaucoup de mauvaise qualité quand on cherche les meilleures preuves. Alors, on est un peu condamné au petit nombre, 284 articles. Les auteurs nous racontent qu'est-ce qui circule en termes de recherche de mots, de recherche de thèmes, de besoins. Alors, vous avez ici là, une espèce de nuage de mots. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Là, quand on peut prendre votre ordinateur, puis ça va vous donner, ça va vous indexer votre ordi et vous faire ça. Alors, vous voyez, santé mentale, population générale, habitudes de vie, perte de poids, cancer. Rien de ça vous surprend. Les maladies chroniques en général, dont la prévalence est élevée, vont se retrouver là. On voit en dessous un autre graphique qui nous montre le nombre d'études. Donc, on regarde en tête, on est dans 284. Fait que sans surprise, on va de gauche à droite, là, Facebook, hein, qui est le média qui a 1 milliard de membres. Là. Puis on va à droite complètement au bout avec YouTube, puis Twitter, puis MySpace, puis Patients Like Me, puis Second Life. Alors, quelques trucs. Là. Malgré qu'il y a plein d'autres médias qui existent, le gros, disons, de que doit-on faire, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on a comme données de la littérature, tourne autour de 4 médias. J'aime beaucoup cette représentation graphique des auteurs. Je tente d'utiliser ça dans ma vie professionnelle aussi. Alors, on va lire ensemble l'axe des X en premier. Donc, on passe de pas statistiquement significatif à gauche à pas clair. Je ne sais pas c'est quoi pas clair, 0.06. À oui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie de droite, oui. Puis quand on monte l'axe des Y, on a des études négatives. Alors, vous le savez, il n'y a personne qui publie d'études négatives. Là. J'ai tenté de raconter les gaffes que vos enfants ont fait, peut-être, là, mais avec 2 verres de vin, puis bon, avec des amis, mais vous ne voulez pas parler des difficultés, des résultats négatifs de vos travaux de recherche. Donc, c'est la même chose en médias sociaux. Vous avez des conclusions, disons, neutres, puis finalement du positif. Alors, la zone qui nous intéresse, c'est la portion du coin droit supérieur, puis plus la ballonne est grosse, plus il y a de patients ou de sujets étudiés. Alors, ce que ça permet de voir ici, c'est que vous avez autant d'études positives que négatives. Puis il y a comme une seule grosse étude sur Facebook, puis c'est à peu près tout. Donc on est au début de la recherche. Dernière diapo de ça intéressante. On se demande donc l'utilisation des médias sociaux entre soignants et soignés, et tout ça. Vous avez 65,5% des études. Je fais ça ici avec ma petite main. Ça peut aider si vous cherchez, pour les myopes. Alors, et résultats positifs dans 2 tiers des cas. Puis vous voyez, là, ça peut aider aux connaissances. 60% du temps. Ça peut aider à prendre des décisions. Alors, tu sais, un peu concret. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es un patient, tu as le cancer, puis là, ils t'ont proposé une chirurgie ou des médicaments. Puis là, tu dis, bon, on va aller voir sur Internet, Wikipédia, Facebook, mes amis, un réseau de patients atteints de cancer. Donc, les gens vont chercher. Alors, dans ce cas-ci, c'est et l'aide à la décision des soignés et l'aide à la décision des soignants. 68% pour permettre des soins soi-même, l'automédication par exemple pour le médicament. 74% pour des éléments reliés à la sécurité, pas faire d'erreur, pas prendre la mauvaise héparine ou la mauvaise insuline, la mauvaise aiguille, le mauvais tuyau, le mauvais trou pour se donner le produit. Là. Puis 54%, on ne sait pas. Donc, on dirait que c'est positif, mais on a juste 284 papiers, puis on s'entend que quelques médias lancent ça. Ça ici, c'est vraiment épouvantablement petit, c'est vraiment terrible, j'ai l'air de pas pédagogue du tout. Alors, c'est une revue intéressante qui parle, dans le fond, d'une autre revue systématique, qui parle des opportunités et des défis liés à tout ça. Puis, vous voyez, j'en ai énuméré 10. Je vais vous résumer ça dans mes mots. Les opportunités, vous les connaissez, là, hein? C'est donner de l'accès à l'information, accélérer les soins, augmenter le niveau de connaissance. Puis donc, si on prend le médicament, le niveau d'observance thérapeutique. 70% des patients prennent en gros leur traitement tout le temps. Puis les études sont fondées sur une observance de 100%, parce qu'il y a
quelqu'un qui surveille le patient dans une étude clinique pour être certain qu'il prend ses doses. Donc, le résultat, tout juste significatif, hein? C'est ça dans les études, c'est parce qu'il faut que tu prennes 100% de tes doses. Alors, l'observance, c'est vraiment un enjeu, là. Si j'ai une technologie qui m'aide à accroître l'observance, une application, par exemple, qui dit « Oh, tu as oublié tes pilules le matin, OK, je prends mes pilules. » Tout ça est susceptible. Donc ça, ce sont des opportunités. Puis les défis, bien, ils sont vraiment liés au bris de confidentialité, à l'inquiétude, à la confusion, à la duplication, à la multiplication des gestes. Alors, ce qui est en italique est un enjeu. Si vraiment ça vous intéresse, c'est un article intéressant, synthèse aussi. C'est mon deuxième article pivot. Troisième truc, Grayson et collaborateurs ont recensé en 2012, donc ça c'est un an. En technologie, là, une année, là, c'est vieux. Je ne sais pas si vous lisez un peu des livres, là. Je ne sais pas si vous lisez du Tristan Iseult ou du Voltaire. J'en lis un peu encore, mais je trouve ça plate en général. J'ai de la misère à... Mais des trucs du 20e siècle, c'est bon. Un roman des années, je ne sais pas, j'ai lu un boule canon il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça bon. C'est quand même écrit il y a un siècle. Mais en littérature ici, là, si vous voulez lire de la littérature de techno, il faut vraiment chercher le récent, parce que ça bouge trop vite. Vous êtes vraiment dans un sable mouvement de littérature. Alors, ça prend des études récentes, sinon vous allez avoir des échantillons non représentatifs ou des technologies qui ont évolué. Ils ont ici recensé il y a un an auprès des collèges de médecins américains les affaires pas fines que les gens font. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, regardons, dans le fond, c'est un peu le pendant de mes contraintes juridiques de tantôt. Des propos discriminatoires, puis là, vous avez une échelle, contentez-vous de reconnaître que ce sont des problèmes recensés fréquemment ou moins fréquemment dans les ordres de médecins américains. Donc, des propos discriminants. Des éléments qui laissent croire qu'il y a un problème d'abus de substance, tout ça. Donc, ça peut être des photos de soi dans un party inapproprié. On a un maire à Toronto là, dont on parle, on a même son chauffeur maintenant, donc j'accuse personne, je vais juste commenter l'actualité. Des propos dérogatoires à l'égard des patients. Donc, de dire la grosse madame qui est venue chez nous, puis c'est pas acceptable, c'est pas approprié, même si c'est objectif peut-être. L'incapacité de déclarer les conflits d'intérêts adéquatement, le bris de confidentialité pur et simple, l'utilisation d'Internet de façon inadéquate, on peut penser à pornographie, une application inappropriée avec... Puis là, je ne le sais pas, là, je vais juste mettre ça clair pour tout le monde, vous êtes tous des gens scolarisés ici, je pense, hein, avec une bonne éthique. Hein? Ouais. Brièvement, une perspective pharmaceutique. Il y a une seule position de la SHP, donc l'American Society of Health System Pharmacists, tout à fait favorable à l'utilisation des médias sociaux dans notre pratique. Mais il y a des problèmes. Le premier, vous avez en juin dernier, la FDA, qui a fermé 1677 sites web de pharmacie en ligne. Puis vous avez à droite, dans le National Post, un exemple d'une pharmacie canadienne. Quand vous regarderez cette diapo, vous allez voir que l'organisme des ordres américains de pharmacie a expliqué les problèmes. On lit 4 chiffres ensemble. 23% ne sont pas basés aux États-Unis. 88% ne veulent pas d'ordonnance valide. T'appelles, puis tu l'as. 60% font ça en ligne sans aucune évaluation. 49% prennent des médicaments, on ne sait pas d'où. 16% ont un site pas sécurisé, ça veut dire que ta carte de crédit est publique. 12% vendent des stupéfiants. En fait, il y a juste 59 sites du 10 000 sites américains qui est legit. Donc, si on dit aux gens, allez-y en ligne, dans le fond, vous êtes tanné d'aller aux Jean Coutu, au Pharmaprix, puis vous attendez trop, vous voyez qu'il y a une préoccupation. Au Canada, vous avez un organisme qui s'appelle CIPA. Voyez-vous en haut, là, à gauche, CIPA. CIPA dans la liste, c'est pas correct. Si vous n'êtes pas une pharmacie en ligne réglementée. Puis au Québec, vous n'avez pas vraiment de pharmacie en ligne parce que l'Ordre des pharmaciens décourage ce type de pratique actuellement, puis force la relation patient qui se fait a priori vis-à-vis, on pourrait la webcamiser. Mais... Et de tout ça, il y a un problème de contrefaçon. Alors, vous avez toutes probablement une affaire que quelqu'un vous a ramené, un faux portefeuille, un faux sac les filles, un faux sac Louis Vuitton, tout ça. Là. Ben, des faux médicaments, les amis, là, c'est plus une lubie. Là. C'est largement répandu sur la Terre, mais marginal encore au Québec. Alors, en pharmacie, je vais brièvement commenter quelques outils qu'on utilise. Et ça va vous permettre d'avoir une vue de l'utilisation des technologies dans le contexte soigné-soignant. Alors, on a évidemment des sites web. Les sites web de pharmacie au Québec sont des sites qui permettent généralement
Alors, vous avez un beau tableau, on s'est forcé. Si vous le lisez, vous allez voir, c'est intéressant. On fait 3 choses. On va renouveler vos ordonnances en ligne. Donc, vous tapez un numéro, puis ça évite d'appeler puis de parler à un humain. Puis vous allez recevoir, si vous voulez, un texto, dans certains cas, qui dit c'est prêt. Donc, renouvellement en ligne. Puis vous avez des banques de données passives ou un peu actives qui permettent de faire des détections ou des vérifications. Pas de nouvelle ordonnance, pas de web pharmacien, pas de courriel, pas de forum de discussion. Donc, actuellement, c'est limité à 3 activités. J'ai activé mon dossier chez Jean Coutu juste pour voir, et il est vierge. Pourtant, je suis allé chercher des trucs, mais il faut que je les ajoute manuellement. Donc, on est au début de ça. Alors, on est loin d'un dossier interopérable qui permet de vérifier de l'information et tout ça. C'est essentiellement une liste de médicaments. J'achève. Je sens qu'on va me couper. C'est correct. J'ai ici un exemple de droit de parole. Alors, j'ai une patiente qu'on appellera pour le cas Marie-Lou. Alors, Marie-Lou est allée à l'Assemblée nationale. Elle apparaît en fait à la période des questions. Elle était dans les estrades parce qu'elle voulait accéder à un médicament avec sa mère, parce qu'elle voulait accéder à un médicament, puis ce médicament-là est jugé non efficace ou pas assez de données au Québec. Alors, on la retrouve dans les travaux parlementaires, mais aussi on la retrouve dans un site web personnel qu'elle a utilisé pour faire un lobby et influencer. On a aussi des blogs et des microblogs, donc des sites web d'information. Des blogs et des microblogs. Alors, dans notre cas, nous, il y a le site de Profession Santé qui est visible autant au niveau médical, pharmacien, infirmière. Alors, c'est un site avec beaucoup d'informations, surtout de l'actualité. Puis vous avez un certain nombre de professionnels qui bloguent. Alain Vadeboncoeur, que vous avez vu à la télé sans doute, celui qui est au Québec. Vous avez des pharmaciens aussi. Alors, je vous ai recopié des exemples. Et dans certains cas, au blog, vous avez des commentaires. Et là, c'est intéressant parce que l'Ordre des pharmaciens appelle le pharmacien en disant « Tu as réagi à un commentaire, puis c'est toi, le pharmacien, qui dit des grossièretés, des propos inacceptables, des propos non vérifiés, des accusations. » Donc, je pense que la majorité des pharmaciens qui répondent actuellement, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui répondent ne sont absolument pas conscients que c'est une trace permanente de leur activité et de leur image. Je vous ai aussi laissé des exemples de nos blogs qu'on fait. Denis Lebel, comme mon collègue que vous allez voir cet après-midi, a un blog personnel, puis on a des blogs de mon unité de recherche. Vous connaissez peut-être le pharmacien. Voici quelque chose de très social. Alors, c'est de la vulgarisation, c'est même de l'humour et du sarcasme, mais donc ça fait partie de l'expression possible professionnelle. Vous avez des sites de réseautage. Alors, sans surprise, Facebook, qui recrute des cerveaux, qui recrute des participants à des journées de formation continue. J'aurais envie de conclure en vous disant que en 2013, tout ce qui se peut, j'y ai été exposé, à mon avis, en techno. Des patients qui m'amènent des revues PubMed, qui me rejoignent sur mon téléphone personnel, qui trouvent où j'habite, qui sont même venus une fois chez moi, des médecins qui trouvent de l'information sur toutes sortes de sites, ou des pharmaciens dont la validité n'est absolument pas souhaitable, des bris de confidentialité fréquents. Il y a définitivement des règles à se doter, et je pense que ces règles-là risquent de nous ralentir. Un cerveau, de filles certainement, de gars peut-être, ça fait au moins 2 choses à la fois. Alors j'espère que grâce à ce colloque-là, vous allez réussir à mettre en perspective les règles qu'il faut se donner, puis les opportunités qu'il faut utiliser. Je vous ai laissé à la fin une liste de choses particulières et précises qu'on fait avec des hyperliens. Peut-être que dans les questions, je pourrais donner des exemples complémentaires. Je vous remercie de votre attention.